Nous, par exemple, on fait des mariages, on va à la mairie, etc., etc. Et le moment où il y a le maghrébin, toujours, entre maghrébins, le moment où il dit embrasser la mariée, on retient notre souffle. On craint un intégré. On croit que quelqu'un, l'homme ou la femme, c'est des intégrés. Ils sont en train de s'intégrer dans la blanchité. Et donc, c'est bien de s'embrasser, faire genre comme les blancs et tout ça. Pour moi, c'est presque une image pornographique parce qu'on a été élevé comme ça. Et c'est là le malentendu qu'il y a avec les progressistes. C'est-à-dire que ce que je suis en train de dire, ça fait genre réac. Ça fait genre réac. Et moi, je sais que c'est pas réac. Non seulement c'est pas réac, que j'y tiens. Que je tiens à ce que ça reste comme ça, mais parce que je suis dans la résistance culturelle, mais au sens où on a déjà tellement perdu que même des trucs symboliques comme ça, qui sont un peu minables, je veux dire, c'est rien du tout, un baiser, c'est rien du tout. Mais même ça, devant les darons, devant les vieux, etc., ceux qui font ça, mais moi je les méprise. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on va revenir sur une interview de Houriya Boutelja par Dany Heraz. Donc Dany Heraz, ce sont deux streamers de gauche plus ou moins proches du parti de Jean-Luc Mélenchon, la France Insoumise. Et donc Houriya Boutelja, c'est une auteure et militante politique, porte-parole d'un mouvement qui s'appelle le PIR, c'est volontaire, PIR pour Parti des indigènes de la République. Il est très possible d'ailleurs que vous connaissiez déjà Boutelja, parce qu'elle est régulièrement au cœur de polémiques pour certains de ses propos, elle a une petite tendance à la provocation, on va dire. Et c'est quelqu'un qui est parfois assez vivement critiqué, à tort ou à raison. Par ailleurs, vous êtes raciste, madame. Dans votre livre, Les Blancs, les Juifs et nous, je cite, « La blanchité est une forteresse, tout blanc est bâtisseur de cette forteresse. Tout blanc, c'est une généralisation fondée sur la couleur de la peau. La généralisation fondée sur la couleur de la peau, surtout pour un propos négatif, c'est du racisme, madame. » Mais en fait, justement, aujourd'hui, on va essayer d'aller un peu plus loin que simplement réagir à ce type de citations ou polémiques, qui sont à mon sens clairement conçues pour provoquer. Et donc on va creuser un peu plus, parce qu'en réalité, il n'y a pas que de la provoque derrière ces sorties, il y a aussi une vraie pensée, et c'est à ça qu'on va s'intéresser. Donc à la mi-août 2022, Dany Heraz ont publié sur leur chaîne YouTube une vidéo qui est tirée de leur live Twitch. Il s'agissait d'un événement capté en live au cinéma du Club de l'Étoile, et sobrement intitulé « Deux petits blancs rencontrent Houriya Boutelja ». Vous verrez à quoi ça fait référence un peu plus tard. Et donc la vidéo d'aujourd'hui va s'appuyer sur cette interview, mais pas que, parce que je trouve que la conversation entre nos deux petits blancs et Houriya reste assez superficielle finalement, et donc pour mieux comprendre sa pensée, on va aussi s'appuyer sur le livre de Boutelja, Les Blancs, les Juifs et nous, paru en 2016. Et juste avant de poursuivre, comme dans la critique qu'on avait faite de Rochdy avec Etche Gladius, j'aurais pas le temps de traiter tout ce que dit Boutelja dans cette interview ou dans son livre, parce que ça demanderait énormément de temps, plusieurs heures potentiellement, mais je vais quand même essayer de vous montrer sur un format court quelques exemples de ce qui pose problème à mes yeux dans sa pensée. Allez, on attaque avec un extrait du live de Dany Heraz, où Boutelja parle du Parti des indigènes de la République, le PIR, et de ses objectifs. Mais il se trouve qu'il n'y a rien de contradictoire entre être dans l'autonomie et soutenir l'ANUPS, par exemple. Puisqu'en fait, nous, quand on a lancé le PIR, on a élaboré un programme, des principes, une stratégie politique. Dans cette stratégie, il s'agissait pour nous de créer une force politique indigène, clairement autonome, avec son contenu, son orientation, mais également, on ne perdait pas de vue qu'il fallait une politique d'alliance. Donc nous, de notre côté, pendant ces 10 années, ces 15 années, on a créé les conditions pour une organisation politique autonome avec un programme propre, avec des mobilisations propres, avec des conférences qui étaient les nôtres, avec des thématiques et des luttes qui étaient strictement indigènes. Quand on est devant cette chose politique qui s'appelle l'AFI, eh bien, nous, on la regarde et on se dit, une partie de nous-mêmes est à l'intérieur, puisqu'on les a transformés. Alors là, on n'est pas encore tellement dans les idées, mais je pense que c'est important d'écouter ce qu'elle dit ici, parce que ça explique un peu la dynamique d'entrisme que le PIR fait au sein de la France Insoumise. L'entrisme, si vous connaissez pas ce terme, c'est la stratégie qui vise à influencer un parti rival de l'intérieur, en y envoyant des émissaires qui sont loyaux au parti, on va dire, infiltrateur. Et là, moi, j'émets pas de jugement, je note simplement que Boutelja assume cette dynamique vis-à-vis de la NUPES et de la France Insoumise. Mais poursuivons parce que vous allez voir que de ces questions d'ordre très stratégique suivent des conséquences idéologiques au sein de la sphère politique, en particulier à gauche. Et donc aujourd'hui, quand Mélenchon se présente, qu'il dit la police tue, qu'il soutient les musulmans, qu'il dénonce l'islamophobie, qu'il soutient les quartiers, les cités d'immigration, et qu'il lâche pas l'affaire, alors qu'on est dans un contexte hyper lourd, hyper compliqué, et que lui s'en prend plein la gueule, non, il n'y a aucun regret à soutenir cette mouvance. Cette organisation blanche, parce qu'elle l'est. Bien sûr. Mais c'est des blancs transformés. Tout l'objectif du mouvement décolonial, c'est la transformation, effectivement, des blancs.
Alors j'adore le blanche mais, parce que tu sais que ça va trigger tout le monde, et c'est fait pour, je pense. Pour autant, quand on s'intéresse véritablement à ce qu'elle veut dire par là, est-ce que c'est beaucoup plus intelligent que ce dont ça a l'air, c'est-à-dire d'un racisme de bas étage? Bah, pas vraiment, en fait. En tout cas, je trouve pas. Il y a des nuances, bien sûr, et il y a un objectif affiché de dépasser les clivages ethniques, mais cet objectif est assujetti à une forme d'obsession et d'essentialisation de ces clivages. Et perso, je pense pas que c'est la bonne méthode, en fait. Si tu veux abolir la race, il faut abolir le racisme et donc les catégories, donc celle de la blanchité et celle de l'indigénat. On est obligé, nous, c'est une obligation politique, théorique, stratégique, de penser la question blanche. C'est pas du tout étonnant qu'on s'en occupe, mais j'ai envie de dire qu'il y a aussi un problème de rapport personnel à l'humanité. Pour ceux qui me lisent, tout le monde sait que j'aime beaucoup Baldwin, mais par exemple Baldwin, cette phrase extraordinaire, quand il fait dire à un de ses personnages, il faut les aimer. Il faut les aimer, sinon, en fait, ils vont nous détruire. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on doit, malgré tout, on ne doit pas cesser de vous aimer. Ça signifie que je ne veux jamais devenir blanche. Alors je vais pas épiloguer sur l'apparent niveau de sectarisme, moi c'est pas ma tasse de thé, je me contenterai simplement de dire là-dessus que, dans un discours politique, dès que ça commence à faire une opposition de nature ethnico-culturelle entre des groupes d'individus, à grand renfort de nous contre vous, c'est le moment de se barrer en ce qui me concerne. Maintenant vous faites ce que vous voulez, et pour être un peu plus sérieux et moins superficiel, il me semble que là on tombe sur un os important en termes de raisonnement, qui est lié à ce qu'on appelle en rhétorique l'équivoque. L'équivoque, c'est une faute logique qui consiste à utiliser un mot ou une phrase dans plusieurs sens différents, au cours d'une seule et même démonstration. Et donc en l'occurrence, le terme qui pose problème, c'est blanc. Parce qu'on voit bien dans le discours de Boutelja qu'elle utilise le mot blanc, à la fois d'une façon assez classique, pour désigner un caractère phénotypique, c'est-à-dire la couleur de peau, mais aussi d'une façon beaucoup plus malléable, notamment quand elle dit qu'elle ne veut pas devenir blanche. Parce qu'à l'évidence, là, elle parle pas juste de la couleur de peau, non, ici le sous-entendu c'est plutôt celui d'une attitude, d'une philosophie problématique, qui serait communément partagée au sein des populations occidentales. Et pour essayer de comprendre de quoi elle parle, je pense que ça vaut le coup de se pencher sur un extrait de son livre « Les Blancs, les Juifs et nous », je cite, « La blanchité est une forteresse inexpugnable, vos architectes l'ont conçue pour affronter toutes sortes de défis et pour résoudre toutes sortes de contradictions. Tout blanc est bâtisseur de cette forteresse. Parfois il faut tuer et affamer, parfois il faut caresser. En principe il faut prendre et voler, d'abord façon gangster, brute, voyou. Avec le temps on apprend les manières. Entre le bénéficiaire final et le spolié premier, il y a toute une chaîne d'intermédiaires. De chaînon en chaînon, de strate en strate, les manières s'affinent. L'indigène spolié est vulgaire, le blanc spoliateur est raffiné. À un bout de la chaîne, il y a la barbarie, à l'autre, la civilisation. C'est bon d'être innocent, cela permet de jouer les candides, et toujours d'être du bon côté. Parce qu'en plus d'être innocent, vous êtes humaniste, ce n'est pas le moindre de vos talents. Ce rôle, vous l'interprétez avec un brio et une maestria inégalables. Je ne peux que m'incliner. Ça signifie que je ne veux jamais devenir blanche. Ce que je suis socialement en train de devenir est ce que je suis déjà socialement. Mais si politiquement je peux empêcher, arrêter le processus, je le fais. Et donc c'est ça que je fais moi. Et donc par conséquent, c'est un rapport au blanc que je dois instaurer. Et ce rapport, il peut pas être de l'ordre de ces sentiments tellement bas, tellement mesquins, tellement inutiles, que sont la haine, ce genre de choses. Ça, c'est des choses... Ceux qui parlent de nous, ils sont fondés par ces sentiments. On sent que eux, ils ont la haine. Mais nous, on est même pas là-dedans. On peut pas être là-dedans. On peut pas être là-dedans. Alors je pense que c'est toujours important de noter quand quelqu'un parle d'une communauté de façon monolithique comme ça. Je pense que c'est important de noter l'absence de nuances du propos aussi. Mais au-delà de ça, c'est là où le château de cartes s'effondre en ce qui me concerne. Parce que c'est assez grossier en fait comme méthode rhétorique. Là, ce qu'elle essaie de faire, c'est se prémunir de tout discours critique à l'égard de ses prises d'opposition. Le sous-entendu, c'est, en fait, ceux qui me critiquent, eux, ils ont la haine. Ceux qui me critiquent, eux, ils sont atteints de blanchité. Donc je vous l'annonce, moi j'ai aucune haine à l'égard d'Horia Boutelja, malgré ma couleur de peau. Au contraire, je la considère comme une sœur française et puis une sœur humaine aussi. Mais petite pique à part, je pense que l'utilisation de l'équivoque sur le terme blanc, elle remplit exactement le même objectif que ce que je viens de décrire. Parce que le fait de mettre plusieurs sens derrière un seul et même mot, ça vous permet de vous dédouaner en utilisant le sens B quand on vous attaque sur le sens A. Si on dit à Boutelja, mais attendez, vous êtes raciste, vous avez vu comment vous parlez des blancs, elle a qu'à se réfugier derrière le second sens dans lequel elle emploie ce terme, à savoir celui qui n'est pas tant ethnique que culturel. C'est malin si on creuse pas. Pas de bol, moi je suis du genre fouille-merde, et quand on creuse, on se rend compte qu'en fait ça marche pas. Il y a rien qui justifie qu'on utilise le terme de blanc ou de blanchité par rapport à des courants de pensée comme le rationalisme. À la limite, si tu veux dire que c'est un courant impérialiste qui vise à soumettre le reste du monde à la doxa occidentale, pourquoi pas, ça peut se défendre. Mais la couleur de peau n'a rien à voir là-dedans. Et si tu penses le contraire, va falloir le démontrer.
Mais poursuivons. C'est-à-dire qu'en fait, si je m'intéresse à la question des petits blancs, et je m'y intéresse sincèrement, et le pire, s'y est toujours intéressé, les blancs ou les petits blancs, peu importe, au-delà des mots durs et froids que sont convergence, politique, stratégie, il en va de notre avenir commun, il en va de notre humanité commune, il en va de est-ce que il y a la place pour l'amour révolutionnaire. Et donc moi, mon problème avec les blancs, c'est justement que je dois m'empêcher de dégringoler avec eux. Et moi, je veux pas dégringoler. Je veux être à la hauteur de l'héritage de mes ancêtres. Voilà, c'est ça que je veux. Elle est très intéressante cette séquence, parce que là, en fait, on voit à quel point le discours de Boutelja, sur le diagnostic, pas forcément sur les préconisations, mais sur le diagnostic, il est tout à fait compatible avec ce que nous dit quelqu'un comme Julien Rochdy, sur la perte de nos repères, de nos valeurs, la disparition de la tradition, etc. Et pour vous prouver ça, je vais m'appuyer encore une fois sur un nouvel extrait du bouquin de Boutelja, je cite: « Les Blancs savent bien que leur société est sèche, ils se savent égoïstes et individualistes, et ils en souffrent, mais ils manquent d'imagination pour penser d'autres horizons, parce qu'ils n'ont plus de mémoire. Ils ont oublié ce qu'ils étaient avant d'avoir été engloutis par la modernité. Ils ne se souviennent plus du temps où ils étaient solidaires et où ils avaient encore des cultures, des chants, des langues régionales, des traditions. Nous, c'est un peu différent. Devant l'adversité, nous conservons cette mémoire. D'où notre attachement à la famille et à la communauté, mais comme eux, nous sommes aspirés. Et bientôt, comme eux, nous remplacerons le mot solidarité par celui de tolérance et tous ces mots effrayants qui glacent le sang. La dissolution de nos identités en témoigne. Il n'y a pas si longtemps, nous savions définir un Africain, un Algérien, un musulman. Notre avis était tranché. Aujourd'hui, tout se brouille. Alors en fait, quasiment tout est dit là, sur la pensée de Boutelja. Elle entend combattre l'influence néfaste du capitalisme sur les sociétés mondiales, à travers une forme de retour à la tradition. Et c'est là qu'on se rend compte de ce que je disais plus tôt, à savoir d'une proximité évidente avec certaines mouvances de droite. Je suis pas convaincu que Rochdy ou Papacito auraient grand chose à redire sur ce que je viens de vous lire là. Juste, eux et Boutelja n'ont pas les mêmes objectifs, parce qu'ils n'aiment pas les mêmes traditions, donc ils voudraient pas du même projet pour la France, mais encore une fois, sur le diagnostic, ça me semble très proche. Moi je suis désolé, mais quand Boutelja nous dit que les Blancs n'ont plus de mémoire et qu'ils ont oublié ce qu'ils étaient avant d'avoir été engloutis par la modernité, mais Rochdy pourrait carrément dire un truc comme ça. Et je vous renvoie à la vidéo qu'on avait faite avec Etche Gladius sur sa conférence, si ça vous intéresse, mais il me semble important de noter ces similitudes entre Boutelja qui est censé être à gauche, et Rochdy qui est censé être à droite. Alors bon, vous l'aurez compris, moi je partage pas du tout le diagnostic de Boutelja sur la modernité, mais le problème qu'on va avoir a priori dans la discussion, c'est que, vu qu'elle considère que le rationalisme est un outil de l'impérialisme occidental, on ne peut pas vraiment discuter en fait, puisque les codes et les outils que j'utilise pour construire ou recevoir un argumentaire sont ancrés dans ce courant de pensée. C'est comme si vous essayiez de prouver l'intérêt de la science à quelqu'un qui vous dit « mais moi je crois pas dans la science ». Quelle méthode, autre que scientifique, pourrait-on utiliser pour prouver l'intérêt de la méthode scientifique? Et s'il n'y a pas d'alternative, comment on convainc quelqu'un qui refuse cette méthode? Le serpent se mord la queue là, non? Et c'est aussi ça qui me dérange dans les propos de Boutelja, parce que du coup, implicitement, tout discours construit qui ne va pas dans son sens est nécessairement corrompu par le rationalisme, c'est-à-dire la blanchité, y compris d'ailleurs quand ça vient pas d'une personne dont la peau est blanche, hein. C'est quand même assez fantastique. Et finalement c'est un peu pile je gagne, face tu perds. Si t'es d'accord avec moi tant mieux, sinon c'est que tu es soit le serviteur convaincu de l'Empire, soit son idiot utile. Je vous passe un extrait de l'interview de Dany Heraz là-dessus d'ailleurs. C'est la question de la corruption des indigènes à l'intérieur du monde blanc. La corruption générale. Cette corruption, elle a un synonyme qui est intégration. C'est le beau mot pour dire corruption. C'est-à-dire s'intégrer à l'intérieur des États, toujours impérialistes, toujours colonialistes, qui volent, qui pillent, qui nous permettent le niveau de vie qui est le nôtre. Donc en fait, on s'en nourrit. Ça, j'appelle ça l'intégration. Donc on est à l'intérieur du monde blanc, dans une situation inférieure. Il n'en reste pas moins qu'on est des profiteurs. Là où on est. Ça s'appelle l'intégration. Ça montre bien le principe, ce que nous dit Boutelja. Si tu vis dans un pays occidental et que tu n'es pas dans un discours similaire au mien, tu es un profiteur du système, tu es corrompu. Tu deviens blanc. Quelle que soit ta couleur de peau. J'allais vous dire que c'est une affirmation infalsifiable, mais faire référence à Karl Popper, c'est sans doute un réflexe de blanc impérialiste. Pile je gagne, face tu perds. Une dimension de cette corruption, c'est comment le colonialisme nous a rendus globalement homophobes. Depuis l'histoire coloniale. Comment un phénomène qui n'existait pas, ni en Afrique, ni dans les mondes musulmans, ni en Amérique latine, c'est-à-dire sous sa forme hétérosexiste, qui est un phénomène nouveau même en Europe, 18e, 19e siècle. Bien. Comment cette chose qui s'appelle homophobie nous a atteints? Parce que d'abord, historiquement, les colons sont arrivés chez nous
ont trouvé des mœurs barbares, sexuelles notamment, qui n'étaient pas les leurs, et ils ont légiféré. Ils ont imposé des normes. Ça, c'est la longue histoire. Je vais pas m'éterniser là-dessus. Et c'est très documenté, c'est connu. Il y a plein de sociologues, d'historiens qui ont travaillé sur ces questions-là. Moi, j'y reviens pas. Mais en gros, le monde, les sexualités du monde étaient extrêmement diverses. Extrêmement diverses. Il y avait de toutes sortes. Mais ce qui est sûr, c'est que dans nos mondes précoloniaux, il n'y avait pas ce qu'on appelle la politisation de la sexualité. Ce phénomène n'existait pas, tout simplement parce que les conditions sociopolitiques n'avaient pas, il n'y a pas de raison que ça existe. Alors celle-là, je sais pas si je l'aurais tenté quand même. Déjà, le coup de ouais, il y a plein d'historiens et de sociologues qui en ont parlé, mais moi, je vais pas le faire. On pourrait les citer, hein, mais non. C'est un peu léger. Mais surtout, venir expliquer que la politisation de la sexualité, c'est un truc moderne, non, ça juste non. Même dans l'Antiquité, où c'était pas particulièrement mal vu, c'était politisé l'homosexualité, par exemple. En tout cas, entre hommes. C'était aussi un jeu de rapports sociaux, visiblement, donc c'était pas du tout neutre, même si c'était accepté. Encore une fois, il y a une gigantesque naïveté et une espèce d'opposition binaire qui est faite par Boutelja entre les temps modernes et l'ancien. On se croirait vraiment chez Rushdie. Et donc en fait non, si on se penche 2 minutes sur la question, on voit bien que la sexualité s'est politisée depuis très longtemps. Et qu'en plus, il y a eu des hauts et des bas, c'est-à-dire qu'à certaines périodes, il y avait une forme de tolérance, et au contraire, à d'autres, certaines pratiques étaient extrêmement mal vues. On a par exemple retrouvé des documents médiévaux qui en parlent, comme le livre de Justice et de Plaide, qui est un traité juridique français du XIIIe siècle. Je vous cite un petit extrait, vous allez voir que c'est coloré. Celui qui est sodomite prouvé doit perdre les couilles, et s'il le fait une seconde fois, il doit perdre le membre, et s'il le fait une troisième fois, il doit être brûlé. Femme qui le fait doit à chaque fois perdre un membre, et la troisième fois doit être brûlée. Et tous leurs biens sont au roi. Mais tranquille, c'était pas politisé avant. Et je vous passe tous les extraits des livres sacrés des religions abrahamiques, hein. Mais le fait qu'on ait des passages des évangiles, ou bien des hadiths, au sujet par exemple de l'homosexualité, prouve que c'est politisé depuis très longtemps. Alors est-ce que Boutelja est de gauche ? C'est assez compliqué de répondre en fait. Il y a une évidente critique de la bourgeoisie chez elle qui est assez marxiste, mais son opposition au rationalisme et sa fixette sur la tradition, ça brouille un peu tout ça. D'ailleurs, ça vaut ce que ça vaut, mais sur Twitter, je me suis amusé à faire deviner aux gens, en leur mettant simplement un extrait de son livre hors contexte, qui en était l'auteur. Et effectivement, il y en a qui m'ont dit, bon, ça ressemble un peu à du Marx, mais d'un autre côté, il y en a aussi qui m'ont dit, putain, c'est très maurassien, voire même on m'a cité Mussolini. Et justement, cet extrait que j'ai mis sur Twitter, j'aimerais vous le lire avant de conclure cette vidéo, parce qu'il me paraît assez révélateur. Je cite. « Du désenchantement du monde et de leur conflit avec l'Église dont ils tirent une vérité universelle, les Français ne sont pas peu fiers. Ils ont tué Dieu, décrété la fin de l'histoire et porté au nu la raison qu'ils qualifient d'humaine par fausse modestie mais qu'ils pensent ontologiquement française. Car la Révolution française est mère de toutes les révolutions modernes. Elle préfigure la République contre l'ordre monarchique. Elle offre la Déclaration des droits de l'homme à l'humanité et consacre son caractère universel. Elle annonce la sécularisation de la société qui évoluera en hypersécularisation par l'action conjuguée de l'anticléricalisme sûrement justifié dans le contexte de l'époque, du capitalisme et de la raison d'État, faisant table rase de toute transcendance au point que laïcité finit par se confondre avec impiété collective, et neutralité de l'État avec athéisme d'État, qui pourtant est une croyance comme une autre. Alors déjà, contrairement à ce que dit Boutelja à la fin, là, ce qui est d'ailleurs quelque chose qu'aussi Emmanuel Todd a pu dire par le passé, l'athéisme n'est pas une croyance comme une autre. En tout cas pas forcément. Tout simplement parce qu'il n'y a pas de doctrine athée. Et donc plutôt que de vraiment basiquement considérer que l'athée c'est celui qui croit que Dieu n'existe pas, je vous invite à envisager qu'en fait être athée ça veut pas dire grand chose de précis, si ce n'est justement l'incroyance. Mais l'incroyance n'est pas une croyance. Et d'ailleurs même les religieux sont, par rapport aux autres croyances que les leurs, des athées. Si vous êtes chrétien ou musulman, c'est bien que vous ne croyez pas aux dieux du panthéon grec ou hindou. Donc vous savez très bien ce que ça veut dire d'être athée en fait, au regard de ces autres dogmes que le vôtre. D'autre part, je suis pas vraiment d'accord avec Boutelja quand elle dit que la sécularisation de la société, c'est-à-dire en fait la laïcité, ferait table rase de toute transcendance. Il peut y avoir du transcendantal sans religion en fait. On peut avoir une expérience transcendantale de plein d'autres manières, par exemple grâce à la méditation, même avec des produits psychoactifs, il y a vraiment plein d'options. Il n'y a pas du tout besoin d'attacher ça à une doctrine ou une foi. Alors pour conclure, moi je pense que vous l'aurez compris, mais cette rancœur à l'endroit de la laïcité, des Lumières ou de Descartes, et cette espèce d'idolâtrie naïve de la tradition chez Boutelja, je la trouve pas bien différente de ce que font Rushdie et ses copains de droite quand ils partent dans leur délire sur les croisades, les chevaliers, etc. Ils constatent les problèmes réels, indiscutables du présent, mais ils se réfugient dans la tradition pour s'en préserver. Je pense que c'est une erreur. Et là-dessus, pour conclure, quitte à être moi aussi un peu dans la provoque, je vais me permettre de citer aux grandes dames de Boutelja le discours de la méthode, qui parle des gens comme elle et Rushdie, je cite, « Lorsqu'on est trop curieux des choses qui se pratiquaient au siècle passé, on demeure ordinairement fort ignorant de celles qui se pratiquent en celui-ci. Outre que les fables font imaginer plusieurs événements comme possibles qui ne le sont point, et que même les histoires les plus fidèles, si elles ne changent ni n'augmentent la valeur des choses,
pour les rendre plus dignes d'être lus, au moins en omettent-elles presque toujours les plus basses et moins illustres circonstances, d'où vient que le reste ne paraît pas tel qu'il est, et que ceux qui règlent leurs mœurs par les exemples qu'ils en tirent sont sujets à tomber dans les extravagances des paladins de nos romans, et à concevoir des dessins qui passent leur force. Descartes.